Et je parle du Green Deal parce que c'est un peu les cadres dans lesquels on a pu rédiger ce checklist. Le Green Deal, c'est un projet soutenu. Le Green Deal Inclusive Car Sharing, c'est un projet soutenu par Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité, euh, avec une cinquantaine de signataires, des partenaires, des organisations ou des entreprises du secteur privé et public qui se sont engagés à rendre l'autopartage à Bruxelles plus inclusif, plus durable et plus grand, tous à leur échelle. Et on fonctionne dans ce Green Deal avec des académies, mais aussi avec des groupes de travail, par exemple sur une tarification sociale, sur la sensibilisation, sur les ambassadeurs, mais aussi sur l'autopartage dans des projets résidentiels. Et ce groupe de travail, ils ont rédigé une checklist et c'est le résultat de ce groupe de travail qu'on va parcourir aujourd'hui. C'est ma collègue Esther qui va la présenter. Et puis, on a Quentin Tesson de Cambio, directeur opérationnel de Cambio Bruxelles, et Élise Archambault qui travaille au service de permis chez Bruxelles Environnement, qui vont donner un peu leur vue, leur point de vue sur toute cette intégration de l'autopartage dans les projets de logement. Et on va clôturer avec des questions. Voilà. Merci déjà pour votre présence et je laisse la parole à ma collègue Esther. Oui, merci Suzanne. Vous m'entendez bien ou Oui, ok, merci. Merci et pour ma part aussi un bienvenue dans ce webinaire. Comme vous entendez, je suis néerlandophone, donc je m'excuse d'abord pour les erreurs que je vais sûrement faire. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ma collègue Suzanne, elle parle vraiment mieux le français, donc elle va vous aider à me comprendre. Et comme elle a dit, je vais parcourir le checklist qu'on a développé en collaboration avec les signataires du Green Deal. Mais avant de faire ça, je vais vous présenter quelques exemples de la Flandre. Donc, ici sur le slide, vous voyez deux photos des projets résidentiels flamands où la mobilité partagée est déjà intégrée. Donc à gauche, il y a une photo d'un projet à Sint-Niklaas, donc une ville en Flandre, où il est vraiment intéressant parce que tous les partenaires essentiels dans un développement ou dans des projets de développement résidentiel, ils ont collaboré à définir et identifier quelle offre d'autopartage ou de mobilité partagée est opportun pour ce projet. Donc ici, le promoteur, l'opérateur, mais aussi la commune et les riverains ont collaboré ensemble et ont décidé ensemble combien de voitures partagées doivent être intégrées et quel type de voitures doivent être intégrées dans le projet. Donc ici, ils ont décidé d'y mettre deux voitures d'un système d'autopartage entre particuliers. Des habitants ont mis à disposition leur propre voiture pour les utilisateurs dans l'environnement. Mais aussi la troisième voiture ici est du système de Cambio, qui est Cambio, comme Suzanne a dit, est aussi présent ici. Et donc, c'est une offre balancée et adaptée sur les besoins des habitants du projet ici. Donc, ils ont tout travaillé ensemble pour définir quelle est l'offre le plus intéressante ici. À droite, vous voyez une photo d'un projet à Diepenbeek. Donc, c'est dans une ville dans l'alentour de Hasselt, en Flandre. Et ça, c'est un projet plus typique. Donc ici, l'opérateur d'autopartage et le promoteur ont fixé un contrat pour mettre en place une voiture partagée. Donc le promoteur a payé l'opérateur d'autopartage pour mettre à disposition une voiture. La voiture ici
la voiture ici est mettre en rue, en surface. Donc, tous les habitants du quartier peuvent profiter de la mobilité partagée ici. Je crois que la plupart des projets à Bruxelles ressemblent plus ou moins le projet de Diepenbeek. Le projet de Saint-Nicolas est un peu atypique, mais les exemples ici sont juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'intérêt à intégrer la mobilité partagée dans les projets résidentiels et c'est pour ça qu'on a collaborer et développer ensemble dans le groupe de travail du Green Deal pour fixer ou pour développer un checklist pour vous expliquer comment intégrer l'autopartage dans les projets résidentiels à Bruxelles. Donc, on a identifié 4 étapes pour l'intégration de l'autopartage dans les projets résidentiels bruxellois. Et donc, chaque étape, il y a quelques actions que vous devez effectuer pour intégrer les voitures partagées en façon succès. Je vais parcourir toutes les étapes ici et aussi je vais préciser quelles actions vous devez entreprendre dans chaque étape. Les 4 étapes sont visibles ici à ce slide. Donc, la première étape, c'est l'étape de l'avant-projet dont le plan est effectué ou est fait. La deuxième phase, c'est la phase de l'autorisation et de conception. Au troisième, il y a l'étape de la vente et la livraison. Et finalement, il y a une étape du pérennisation où il est vraiment important d'assurer le bon suivi du système d'autopartage. Donc, alors, dans la première étape, l'étape de l'avant-projet, il y en a 2 actions que vous devez effectuer dans cette phase. Donc, d'abord, il est nécessaire de consulter quelques partenaires nécessaires et essentiels. Et puis, il faut vraiment aussi établir les accords entre tous ces partenaires. Comment ça marche en détail? Donc, avant de décider vous-même comment l'autopartage doit être implémenté dans un projet, il est vraiment important de consulter plusieurs parties pour savoir si l'autopartage est pertinent dans ce projet. Il y a 4 acteurs qui peuvent profiter de l'intégration de l'autopartage et tous les partenaires, tous les parties ont aussi une idée si les voitures partagées sont nécessaires ou sont intéressantes sur un projet spécifique. Par exemple, le promoteur, il sait évidemment s'il y a beaucoup de possibilités pour intégrer de l'autopartage dans le projet. Par exemple, il sait quelles places de parking peuvent être réservées pour les véhicules partagés. Il sait aussi comment rendre un projet accessible à les utilisateurs de l'extérieur. Donc, il a un plan pour son projet et il sait aussi que peut être la place de les voitures partagées là-bas. L'opérateur d'autopartage, spécialement à Bruxelles, il a de l'expérience pour intégrer les voitures partagées. Donc, ils peuvent aussi estimer si l'autopartage peut être un succès dans un contexte spécifique ou dans un projet spécifique. Donc, comme promoteur, il faut vraiment consulter l'opérateur pour estimer si c'est opportun d'y mettre les voitures partagées. Au troisième, les riverains aussi peuvent indiquer quel type de mobilité durable peut être utile pour leur
déplacement. Donc, les riverains peuvent vous dire s'il y a une demande pour l'autopartage et vous pouvez adapter l'offre à leur demande. Et finalement, il est aussi intéressant de savoir le maillage de véhicules partagés qui existe déjà dans la périphérie du projet et quelle est l'offre alternative dans l'environnement du projet. Donc, comme si vous pouvez estimer dans quelle mesure la mise en place d'une voiture partagée peut compléter les modes de transport dans l'alentour du projet. Donc, ce stade, cette action est un peu pour estimer quel type et combien de voitures partagées sont nécessaires pour le projet. Si tous les partenaires sont d'accord d'y mettre les voitures partagées, il faut établir les accords entre ces partenaires, qui est responsable pour quelle action et qui va faire quoi. Dans presque tous les cas, le promoteur sera responsable pour fixer un contrat avec un opérateur et l'opérateur est à son tour responsable pour mettre en place les voitures partagées. Après la vente, les copropriétaires seront responsables pour le bon suivi du système d'autopartage. Donc, la responsabilité est transférée du promoteur au copropriétaire. Et dans certains cas, le promoteur peut aussi désigner un gestionnaire qui peut assurer le bon suivi au lieu des copropriétaires. C'est plus ou moins un choix que le promoteur peut faire. Ça, c'est pour étape 1. Et après, nous avons le deuxième étape. Donc, c'est l'étape de l'autorisation et de conception. Dans cette étape, le promoteur doit assurer que tous les accords sur l'autopartage sont fixés dans les documents nécessaires. Il est aussi responsable pour l'aménagement de l'emplacement. Et aussi, il est primordial dans cette phase de déjà informer les habitants du quartier sur le système d'autopartage. Si vous voulez intégrer une voiture partagée, vous devez prévoir certains documents pour assurer la mise en place de l'autopartage concret et correctement. Généralement, c'est le promoteur et l'opérateur qui conviennent comment les véhicules partagés sont mis en place et tous les accords sont mis dans une déclaration d'intention. Exemple des accords peut être les modalités de réservation et de facturation, le nombre de véhicules qui seront intégrés, le coût pour le promoteur, la durée de mise en place des véhicules, etc. Donc, tout ça est mis dans une déclaration d'intention et la déclaration est aussi, dans la plupart des cas, ajoutée à la demande de permis. Le promoteur reste responsable pour la provision de la place de stationnement. Donc, dans cette étape, le promoteur peut aussi déjà régler comment la gestion d'emplacement devrait être organisée après la livraison. Il peut aussi fixer un contrat avec un gestionnaire qui sera responsable pour les places de stationnement des véhicules partagés. Mais tous les accords, donc la déclaration d'intention, les documents de gestion, ils sont précisés ou ajoutés dans la demande de permis. Et quand le permis est autorisé, le promoteur doit prévoir aussi une place ou plusieurs places de stationnement pour les voitures partagées. Et les places de stationnement doivent être accessibles, visibles, informatives et agréables. La place de parking est un moyen intéressant à stimuler les riverains de remarquer les voitures partagées et aussi d'éveiller leur intérêt à tester
l'autopartage. Donc, ceux qui passent une voiture partagée peuvent se demander de quoi s'agit-il, comment ça marche. Et donc, si l'emplacement est assez visible et assez informatif, il pourrait devenir une des manières les plus importantes pour communiquer l'autopartage et pour fournir aussi l'information sur son fonctionnement. Parfois, une place de stationnement ne peut pas être mise en surface. Donc, il y a aussi des projets où les places de parking pour les véhicules partagés doivent être souterrains ou derrière une barrière. Si ça c'est le cas, il faut vraiment faire attention à indiquer le chemin vers les voitures partagées parce que comme si les utilisateurs de l'extérieur spécialement peuvent trouver leur chemin vers les voitures même. L'emplacement est une manière de communiquer le fonctionnement et le système d'autopartage, mais il y en a plusieurs, bien sûr. Donc, tous les acteurs différents jouent un rôle en communiquer les avantages et le fonctionnement d'autopartage dans un projet. À côté gauche, ici sur le slide, vous voyez quelques canaux de communication que vous pourriez utiliser. À côté droite, vous voyez les informations que vous devez communiquer au minimum. Donc, c'est très important de communiquer déjà comment ça marche, que est l'autopartage, que sont les avantages, etc. Évidemment, il y en a plusieurs manières d'informer les habitants sur l'autopartage. Il y a beaucoup d'informations à les donner, mais il est vraiment important de convenir quel acteur communiquera quelle information et quels canaux ils ont à leur disposition. Donc, l'opérateur peut communiquer, mais aussi le promoteur et aussi la commune s'ils ont des canaux pour communiquer sur l'autopartage. Si vous avez besoin d'aide avec la communication, bien sûr, Way2Go, mais aussi les opérateurs peuvent vous aider avec la communication dans les projets résidentiels. Étape 2 est la première étape où vous devez commencer avec la communication, mais dans chaque étape, la communication sera répétée. Alors, nous arrivons aux troisième étape, donc l'étape de la vente et du livraison. Et si les véhicules doivent être livrés, et comme j'ai dit, la communication sera aussi répétée dans cette phase. Il est vraiment important que les voitures partagées seront disponibles au moment où les premiers résidents peuvent emménager parce que l'autopartage implique un changement de comportement. Donc, si vous voulez profiter d'un moment d'un changement de comportement comme l'aménagement, c'est déjà intéressant pour aussi utiliser ce moment à communiquer sur l'autopartage. Et si les voitures, à ce moment, ne sont pas là, vous avez raté une opportunité pour communiquer, pour stimuler les utilisateurs à changer ou et à changer leur mode de déplacement dans ce quartier. Donc, les premiers résidents, quand ils s'emménagent, ils se réfléchiront sur ces déplacements et ils seront ouverts à des autres modes de déplacement. Donc, c'est vraiment une opportunité pour communiquer, pour les stimuler d'utiliser ou de tester les voitures partagées. Donc, le promoteur, l'opérateur et aussi le gestionnaire du chantier, ils doivent collaborer pour assurer la disposition des véhicules en temps opportun. Et de la même façon, il est aussi
intéressant ou nécessaire d'informer à nouveau les résidents du quartier. Les informations et les canaux restent plus ou moins semblables ici dans cette étape, mais dans l'étape 3, vous pouvez ajouter ou souligner aussi les informations sur quels avantages financiers ou locaux que les habitants peuvent recevoir. Donc, si vous donneriez une réduction sur l'inscription de l'autopartage ou un voucher pour utiliser les voitures gratuitement, il faut bien l'afficher dans cette étape. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment indiquer dans votre communication. Et finalement, la phase 4 ou l'étape 4 de la pérennisation. Dans cette étape, la communication périodique et systématique ne doit pas manquer, évidemment. Et en outre, il faut aussi réfléchir comment adapter l'offre quand nécessaire pour assurer le bon suivi ici. Encore, la communication reste la même chose. Il faut vraiment communiquer au moins une fois par an. Si vous pouvez communiquer en plus, évidemment, c'est mieux, mais au moins une fois par an, c'est le minimum. Vous pouvez le faire en organisant une séance d'information chaque an. Mais il y a des autres manières à communiquer ici aussi. Donc, les méthodes ou les manières de communiquer dans les premières étapes, l'étape 2 et 3, vous pouvez aussi les utiliser. Ce qui est le plus important ici, c'est aussi d'indiquer quelqu'un comme point de contact. Donc, ça peut être un syndic ou quelqu'un qui habite dans le quartier et qui a déjà utilisé les voitures partagées parce qu'ils peuvent servir comme ambassadeurs et ils peuvent aussi accompagner les autres habitants dans leur participation au système d'autopartage. Donc, quelqu'un qui explique à quelqu'un d'autre comment ça marche et que sont les avantages, ça marche beaucoup mieux, beaucoup, ça marche meilleur que si le promoteur ou l'opérateur communique aux les habitants. Et finalement, pour assurer le suivi du système, vous devez évaluer l'utilisation de l'offre. Donc, si les voitures sont largement utilisées, il faut mieux élargir l'offre en même façon. En tout cas, l'offre doit être adaptée à la demande. Mais étant donné que le système d'autopartage est intégré aussi dans le permis même doit en principe être modifié également si vous souhaitez modifier l'offre. Le titulaire du permis peut faire ça, donc il peut renouveler son permis et joindre une évaluation du système d'autopartage afin d'ajuster l'offre dans le projet et normalement, c'est en concertation avec Bruxelles Environnement. Mais en tout cas, c'est juste important d'évaluer si l'offre est en accordance avec la demande et si c'est possible d'adapter l'offre si la demande change en cours du temps. Et ainsi, nous avons parcouru brièvement comment ça marche l'intégration de l'autopartage dans les projets résidentiels bruxellois. J'espère que c'était assez clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr. Et comme Suzanne a dit, après le webinaire, vous recevrez le checklist par email. Donc, pour ma part, je suis finie. Donc, je redonne la parole avec plaisir à ma collègue Suzanne. Merci beaucoup, Esther, pour la présentation très claire, en effet. Et,
On a fait cette checklist, évidemment, on espère qu'elle peut servir comme guide au chaque acteur qui doit faire des demandes d'environnement, par exemple, pour faire des nouveaux projets, ou pour même des communes, pour des sociétés de logement. On espère aussi que ça peut servir comme inspiration. C'est un checklist qu'on a fait avec les acteurs concernés. C'est toujours un checklist théorique. Donc, avec les personnes qui doivent travailler avec le permis d'environnement comme Élise et comme avec un opérateur comme Cormio et Quentin. J'aimerais savoir de vous, dans cette checklist, quels éléments sont importants pour vous, de votre point de vue. Donc, je ne sais pas qui veut commencer avec une petite réponse. Je peux commencer? Oui. Vous m'entendez bien? Donc, je suis Élise Archambault pour Bruxelles Environnement et je travaille, comme Suzanne l'a dit, dans la division qui délivre les permis d'environnement. Et donc, pour notre administration, c'est vrai que pour nous, l'intérêt de cette checklist, c'est vraiment d'avoir un outil pratique sous forme vraiment d'un mode d'emploi à destination des promoteurs et des bureaux d'études qui conçoivent les projets résidentiels. Donc, cet outil n'existait pas encore jusqu'à présent. Et pour à la fois les inciter à envisager de l'autopartage dans les projets, pour aussi finalement les sensibiliser au fait que l'autopartage contribue à réduire la dépendance à la voiture privée et donc les besoins en stationnement, donc ce qui leur permet de construire éventuellement moins de parkings avec potentiellement une moindre emprise au sol ou dans les sous-sols. Et pour notre administration, c'est vrai qu'au niveau des permis d'environnement, on pense qu'elle peut nous permettre, cette checklist, d'être plus outillée aussi pour prévoir des conditions d'exploiter dans les permis d'environnement, notamment en ce qui concerne le fait de garantir la pérennité du dispositif d'autopartage, de pouvoir prévoir les conditions qui vont permettre que le système est autorisé à un instant T dans le permis, mais qu'on prévoit les conditions qui permettent de garantir sa continuité dans le temps. Et enfin, pour notre administration, c'est vrai que cet outil vient en quelque sorte se joindre à un autre outil que nous avons nous-mêmes récemment développé pour les projets résidentiels, qui est un calculateur du ratio de parking à prévoir dans les projets de nouveaux logements. Donc, en 2 mots, c'est un calculateur qui est très simple d'utilisation pour les demandeurs, qui doivent en fait uniquement y compléter le nom de la zone, le nom du secteur statistique dans lequel vient s'implanter le projet, et le nombre ainsi que la typologie des logements prévus. Et ensuite, ce calculateur estime un nombre d'emplacements de parking qui est jugé adéquat sur base de plusieurs critères qui se trouvent derrière ce calculateur et qui sont le taux de motorisation dans la zone, le taux d'occupation des voitures en voirie et l'accessibilité en transport en commun de la zone en question. Donc, ce calculateur donne une estimation de quel serait le nombre d'emplacements de parking adéquats pour ce projet. Et si le demandeur veut s'en éloigner, eh bien, il doit le justifier dans la demande de permis. Et donc, le fait de prévoir finalement de l'autopartage dans le projet peut effectivement être une justification que le demandeur peut mettre en avant pour prévoir moins d'emplacements que prévu ou qu'estimé par ce calculateur. Merci beaucoup, Élise. Donc, j'espère en effet que cette checklist sera utile pour l'administration. Ça, c'est effectivement le but. Très bien. Quentin, d'un point de vue d'opérateur, qu'est-ce que vous pensez de cette checklist et comment est-ce qu'elle peut être importante? La première chose qui est importante, c'est l'insistance qu'il y a dans la checklist à associer les différentes parties prenantes assez tôt dans le projet. Et la raison pour laquelle c'est important, et pour contextualiser un tout petit peu d'abord, donc en Flandre et en Wallonie, le développement de places d'autopartage en station dans des projets résidentiels est un tout petit peu plus abouti, beaucoup plus abouti en Flandre qu'en Wallonie. À Bruxelles, on en est encore au stade embryonnaire, c'est-à-dire qu'on a signé une convention et les places seront effectives dans quelques mois dans un projet. Mais pour le moment, ce n'est pas une volonté qu'on a, nous, forte
de développer dans le cadre de projets résidentiels, mais on a de la demande. Donc, on a des promoteurs immobiliers qui, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, donc l'obtention de permis d'environnement, nous sollicitent afin de créer des places de stationnement. Et donc, ça, c'est des choses qu'on étudie de façon assez détaillée pour le moment. Et une des raisons pour laquelle la checklist est importante et une des raisons pour laquelle on n'accepte pas systématiquement l'ensemble des demandes, c'est que pour l'instant, on a beaucoup de demandes pour des parkings en ouvrage. Et comme la checklist l'a bien mis en évidence, des places de stationnement qui ne sont pas directement visibles depuis l'espace public, ça a un certain nombre d'inconvénients, ça a aussi des avantages en termes de sécurité pour les véhicules et de vandalisme, mais ça a aussi un certain nombre d'inconvénients. Et une autre force de la checklist, c'est en fait de baliser aussi ce genre de scénario, c'est-à-dire de répartir les responsabilités quand il s'agit de mettre en œuvre une station de ce type. Parce qu'une station qu'on met en œuvre dans un parking en ouvrage, ça implique des solutions d'accès qui sont, d'un point de vue technique, un tout petit peu plus élaborées. Et ça demande concrètement de pouvoir, dès l'amorce du projet, avant même que le bâtiment ne soit construit, pouvoir discuter avec le meneur de projet pour l'installation d'une série d'éléments dont on a besoin. Par exemple, chez Cambio, il faut tirer des câbles particuliers, il faut avoir accès à de l'électricité en façade à un endroit particulier pour qu'on puisse mettre un ordinateur de bord qui permet d'ouvrir la porte via notre application, etc. Donc, l'implication de l'opérateur dès l'amorce du projet est pour moi vraiment une force de la checklist parce qu'il y a toute une série de réalités opérationnelles qui doivent être prises en compte assez tôt dans le projet. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de capital. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est en effet très important et que, comme tu dis, Quentin, on est peut-être dans une phase embryonale. Je pense que c'est ça le mot que tu as utilisé. La région bruxelloise est tout à fait différente à la région flamande ou wallonne, où la densité, le taux de bétonisation, etc. Donc, en effet, on doit le faire différemment et c'est la raison aussi pour laquelle on a fait un checklist à part avec des conditions spécifiques. Et je vais retourner à Élise pour une question sur les types de projets. Vous voyez passer beaucoup de types de projets, j'imagine. Pour quel type de projet est-ce que ça pourrait être intéressant? J'ai aussi entendu dire, Quentin, que pour Cambio, il ne voit pas toujours l'utilité, mais il y a quand même pas mal de demandes de promoteurs. Donc, quand est-ce que, selon toi, Élise, ça pourrait être intéressant? Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, jusqu'à présent, au niveau des demandes de permis qu'on reçoit pour des projets résidentiels, on voit assez peu encore d'offres, enfin de propositions d'autopartage dans les projets. Ça arrive tout doucement, mais c'est encore assez rare. Et donc, on pense que, enfin, pour nous, tout type de projet résidentiel peut finalement envisager la question de l'autopartage, que ce soit des nouvelles constructions ou des rénovations, reconversions de bâtiments. Donc ça, on voit quand même arriver souvent chez nous, donc des demandes de permis pour des reconversions de bâtiments de bureaux vers du logement. Donc là, les contraintes sont un peu plus importantes, mais malgré tout, on pense que ça peut tout à fait s'envisager. Oui, donc c'est vrai que l'intérêt pour nous, de cette checklist, c'est du coup de pouvoir intégrer des conditions adéquates dans nos permis. Et pour le demandeur, voilà, d'avoir un mode d'emploi pratique sur cette question-là. Mais donc pour nous, tous les types de projets peuvent envisager cette question sans distinction. Et pour répondre également à ce que disait Quentin, c'est vrai qu'il y a les aspects, il y a les projets d'autopartage via des opérateurs, mais ce qu'on voit quand même arriver de temps en temps aussi, c'est des projets d'autopartage où les véhicules seraient gérés par la copropriété aussi. Donc voilà, on commence à voir arriver les projets, mais encore assez rarement. Ok, c'est déjà une chose. Très bien. Peut-être une dernière question pour Quentin avant de voir s'il y a des questions chez les participants. Quentin, tu as parlé d'un exemple à Bruxelles jusqu'à présent. Donc, on sera curieux d'en savoir un peu plus.
d'avoir des exemples concrets de Bruxelles, peut-être d'ailleurs, ailleurs où des voitures partagées sont intégrées. Très bien. Bon, en ce qui concerne Bruxelles, qui est le dossier que je maîtrise le mieux, et ça permettra en partie de répondre un peu à la question de M. Parisi, qui a déjà mis dans le chat, mais il y a un lien direct avec ça. La raison pour laquelle on s'intéresse maintenant à l'implantation de stations d'autopartage en ouvrage, c'est parce que Cambio possède déjà 320 stations à l'échelle de la région, qu'on est distribué dans toutes les communes et qu'il y a environ 85% du territoire bruxellois qui a une station Cambio à moins de 500 mètres. Donc, on envisage l'ouvrage parce qu'on est déjà omniprésent dans la région et les parkings en ouvrage sont une manière d'obtenir parfois des places de stationnement dans des secteurs où c'est plus compliqué de les avoir. Soit parce que les autorités régionales et ou communales ne sont pas favorables au développement d'une station sur l'espace public, et ça peut tout à fait s'entendre, parce qu'il y a une pression très forte sur le stationnement qui est liée à l'utilisation des véhicules privés, mais également à l'installation de places PMR, à l'installation de vélobox, à l'installation de drop zone pour les trottinettes, à l'installation de zones de livraison. Donc il y a une forte demande de l'espace public. Donc c'est aussi une manière de décharger un peu ça, de se mettre en ouvrage. L'exemple qui nous concerne, il se situe à Schaerbeek. Donc Schaerbeek, c'est une des communes où on a le plus de véhicules et où il y a une homogénéité très très grande dans la distribution spatiale. Là, je crois que les Schaerbeekois et les Schaerbeekoises, on peut dire qu'ils ont tous une station à moins de 350-400 mètres de chez eux, ça c'est presque certain. Et c'était plus l'occasion là, pas tellement de compléter notre maillage, mais d'établir une relation de confiance avec un acteur qui nous a déjà contacté plusieurs fois, qui est un promoteur immobilier, qui a plusieurs demandes concernant l'autopartage. Et c'était aussi un peu un projet de test. Donc on s'est vraiment lancé là-dedans pour voir comment ça fonctionnait, pour mettre au point la convention avec eux, pour l'affiner, et aussi, pour être tout à fait transparent avec vous, pour tester une nouveauté chez nous, qui est un système d'ouverture de porte piétonne ou de porte véhicule, qui est directement contrôlé par notre app. Et donc, on sait que le système marche, il est utilisé par nos collègues en Flandre et il est utilisé par nos collègues en Allemagne, mais à Bruxelles, on n'avait pas encore utilisé ce système. Donc, on a aussi accepté ce premier projet, vraiment comme un projet laboratoire, comme un projet test. Cela étant, à nouveau, pour répondre à la question de M. Parisi, comme pour l'intégralité des stations, ça n'a de sens que si la station peut être maintenue en activité un certain temps. Et dans la convention, le maintien de la station pendant 5 ans est une des conditions qu'on demande nous. Donc, je suis désolé, il y a beaucoup de bruit, je vais fermer ma fenêtre. Je vous prie de m'excuser, par ces températures, on doit garder les fenêtres ouvertes, sinon c'est irrespirable. Et donc, dans la convention, la durée de 5 ans est demandée. Garder la station opérationnellement pendant 5 ans est demandée. Et la convention qui est signée avec le promoteur immobilier engage évidemment la société ou l'association qui reçoit le bâtiment une fois qu'il a été construit. Ça, c'est aussi prévu dans la convention. Ok, très intéressant. Merci beaucoup. Je regarde le chat. Donc, en effet, M. Parisi avait fait quelques remarques sur la visibilité et la pérennisation des stations et que l'autopartage n'est pas juste un gadget réglementaire pour réduire les places de stationnement. Esther, je ne sais pas si tu as encore un commentaire sur le minimum d'années à prévoir dans les contrats. J'ai entendu 5 ans. Quelle est ton expérience? En Flandre, on dit aussi 5 ans, c'est le minimum. Ça dépend un peu de l'opérateur. Il y a des opérateurs qui disent 3 ans, c'est assez. Mais de notre expérience, 5 ans, c'est un peu le minimum. Ça balance un peu. C'est assez long, mais c'est pas trop long parce qu'il y a aussi les communes en Flandre qui mettent dans ces régulations ou dans ces règlements que la durée doit être 10 ans. Mais beaucoup d'opérateurs disent 10 ans, ce n'est pas réalisable. Donc, pour nous, 5 ans, oui, c'est bien. Ouais. C'est un bon équilibre. Ouais. Ok, merci beaucoup. Nina Ramos de Burlocalis a demandé le lien vers le calculateur. Elise l'a déjà transmis, merci beaucoup. On va aussi la reprendre dans notre email par après. Je n'ai pas vu d'autres questions.
Donc, je pense qu'on peut clôturer. Merci à Cambio et à Bruxelles Environnement pour vos interventions hyper concrètes et intéressantes. Merci à Esther aussi pour la présentation dans un français. Je pense en tant que néerlandophone que c'était très bien quand même. C'était très bien. Et si les participants, si vous avez encore d'autres questions, de remarques, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au Une revoir. excellente journée à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.